magazine Pluriel. Juliette Kamde. Bonjour, bienvenue, merci de nous recevoir chez vous. Au Togo, les entreprises opèrent dans un paysage souple avec des centres de gestion agréés, des initiatives du chef de l'État pour promouvoir la création d'entreprises. Kaï Nivedor Sambiani a lancé ce matin à Kpalimé la campagne 2023-2024 de la commercialisation du café cacao. La ministre en charge du commerce avait donné hier le coup d'envoi de l'acte 3 du marché international de l'artisanat du Togo, Miato. Offre de services de planning familial et prise en charge gratuite des maladies sexuellement transmissibles sur le corridor Abidjan-Lagos. L'Organisation ouest-africaine de la santé a lancé hier à Aniro une campagne synchronisée entre le Togo et le Bénin. Madame Napo Adjoa, chef section archivage à la télévision togolaise, et Vignon Aboki, président du groupement PME-PMI, sont les invités de ce samedi. Ils abordent respectivement l'importance des archives et la signature de conventions avec la banque Badea au profit des PME. Les autres rubriques, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Grâce aux actions du chef de l'État Foresson Zimnania Zingbe, plusieurs entreprises fleurissent au Togo. Elles opèrent dans un paysage économique souple, débarrassées de toutes sortes de contraintes pouvant retarder leur croissance. Certaines entreprises, surtout les petites et les moyennes, ont besoin d'être accompagnées jusqu'à un certain niveau, d'où la création des centres de gestion agréés pour apporter cette aide à la cible. Clarisse Tambité. Effectivement, les centres de gestion agréés CGA font maintenant partie de la multitude d'actions mises en œuvre par le chef de l'État pour appuyer les entrepreneurs nationaux. Les CGA peuvent être définis comme des structures dont la mission est d'accompagner les très petites et moyennes entreprises TPME. C'est depuis 2014 que le Togo a expérimenté un CGA. Le projet, comme indiqué par le chef de l'État, permet au CGA d'exercer également sous la forme de sociétés de capitaux, en plus de la forme d'association antérieurement prévue. Ils assistent leurs adhérents ou leurs clients dans les domaines de la gestion et de la comptabilité, dans les questions de fiscalité et de droit social. Pour les entreprises aidées par les centres, des facilités fiscales, l'établissement d'une marge de préférence dans les procédures d'attribution des marchés publics leur sont assurés. À travers cette action du président de la République, des milliers d'entreprises sont touchées. En 2020, 146 000 entreprises ont été comptées au Togo. 94% d'elles étaient des PME-PMI. À en croire le Centre de formalité des entreprises CFE, 13 835 nouvelles entreprises ont été créées en 2022 contre 13 770 entreprises en 2021. Enfin, l'idée de l'opérationnalisation des centres de gestion agréés tombe à pic pour offrir à ces milliers d'entrepreneurs l'expertise dont ils pourraient avoir besoin. Diplomatie, la Turquie célèbre demain dimanche le centenaire de son indépendance. À cette occasion, l'ambassade de Turquie à Lomé a offert hier un cocktail. Membres du gouvernement, ambassadeurs accrédités au Togo et représentants des organismes internationaux étaient à ce rendez-vous. Kilim Poyode, Awesondo, Tcha, Abalo. Un décor à dominance rouge parsemé de blanc, couleur du drapeau turc. Des tableaux et objets exposés démontrant que la Turquie a traversé plusieurs civilisations, aucun détail n'est laissé de côté. Preuve que ce pays a grandi en 100 ans. Les corps diplomatiques accrédités au Togo, les représentants des organismes internationaux, les membres du gouvernement et d'autres invités de marque étaient conviés à célébrer cet anniversaire avec ce peuple frère. L'ambassadrice de la Turquie près le Togo a pour l'occasion exprimé sa reconnaissance au chef de l'État, Faure Zimnania Zingbe, et s'est félicité des bonnes relations qui existent entre le Togo et la Turquie.
Kelly Tchemoutébert, ambassadrice de la Turquie au Togo. Je souhaite mettre aussi à l'honneur la coopération riche et dynamique qui existe entre la Turquie et le Togo. Depuis l'établissement réciproque de nos ambassades en 2021 et 2022, nos relations avec le Togo se sont développées rapidement. Le Togo est le meilleur exemple de l'approche africaine de la Turquie qu'elle mène en Afrique. Nous considérons le Togo comme l'un de nos principaux partenaires au niveau politique, économique, militaire et culturel en Afrique. La visite du président de Turquie, son Excellence M. Recep Tayyip Erdoğan, le 19 octobre 2021, a marqué un progrès historique dans le cadre de nos relations bilatérales. Ces visites sont d'une importance primordiale, d'autant plus qu'elles permettent l'approfondissement et la diversification de notre coopération. Nos relations économiques et commerciales se développent également de jour en jour. Ce pays à cheval entre l'Europe et l'Asie mineure et qui est aujourd'hui un maillon essentiel dans la sphère géopolitique a été déclaré indépendant par Kemal Atatürk le 29 octobre 1923. Économie et développement à présent, la Banque africaine de développement BAD finance des projets dans 18 secteurs au Togo. Le montant est de plus de 200 milliards de francs CFA sur la période 2021-2026. Une évaluation à mi-parcours des projets déjà réalisés s'est déroulée hier à Lomé. Objectif, tirer des leçons et des enseignements de ce qui a été fait afin d'améliorer les prochaines réalisations. Compte rendu, Monique Odoudou, Léontine Atogima. Sur les 105% de projets restants à réaliser, la Banque africaine de développement compte relever les défis dans les secteurs de l'énergie et de la télécommunication. Joseph Ribeiro, directeur général adjoint de la BAD pour l'Afrique de l'Ouest. Des efforts restent à faire au niveau de l'installation du mini-réseau et de l'augmentation de la capacité supplémentaire de production d'énergie renouvelable, car à ce jour, nous n'enregistrons que 55 MW comme capacité supplémentaire contre 86 MW attendus à mi-parcours et 200 MW attendus en 2026. Les échanges ont permis de tirer plusieurs renseignements sur la mise en œuvre du DSP 2021-2026 qui devrait orienter la mise en œuvre du DSP sur la période restante 2024-2026. Le ministre d'État Yark Damram, représentant le ministre des Finances et de l'Économie, a invité la BAD à élargir son enveloppe afin de couvrir tous les secteurs, notamment le secteur de l'eau et de l'hydraulique villageoise. La ministre en charge du commerce, Kaimi Vedor, a aussi exhorté la BAD à faciliter les décaissements afin que le Togo puisse respecter les délais de réalisation des projets. Le délai moyen entre la date d'approbation et la signature, c'est de l'ordre de 2 mois, ce que j'ai noté. Mais par contre, entre la date de signature et la date des premiers décaissements, on est à 12,7 mois. On est pratiquement 1 an. C'est trop long. Ça fait qu'on a des agendas qui ne sont pas respectés. Je ferai également le plaidoyer pour qu'au niveau de la Banque africaine de développement, vous puissiez revoir également ce qu'il y a lieu de faire. Pour qu'on ne soit pas dans des délais de 12 mois, que l'objectif n'est pas de passer 10 ans ou 15 ans pour mettre en œuvre un projet, mais c'est de le mettre en œuvre rapidement. Léontine, nous restons avec la ministre en charge du commerce pour dire que Madame Rose Kaimi Vedor Sambiani a lancé ce matin la campagne 2023-2024 de la commercialisation du café cacao. C'était à travers une cérémonie officielle à Kpalimé, occasion donc saisie par la ministre pour inviter les producteurs à accroître les surfaces cultivables en vue d'augmenter les quantités exportées par le Togo. Elle a aussi exhorté les paysans à toujours prôner la qualité du café et du cacao togolais qui est une marque de fabrique de notre pays. Était présent à cette cérémonie le maire de Kloto 1, Winnie Dobaché, le préfet de Kloto, Hassan Koko Bertin, le directeur de cabinet du ministère en charge de l'agriculture, Kolani Dendiog, et Anselme Gouton, secrétaire général du comité de coordination pour les filières café-cacao. Et c'est parti, la 3e édition du marché international de l'artisanat du Togo, Miato, le dit marché, a donc été officiellement ouvert hier. Une initiative du gouvernement togolais qui vise à faire la promotion des produits artisanaux. Hervé Segbono. Miato, depuis son avènement, a fait du chemin. L'édition 2023 présente 18 pays, 350 stands, 800 artisans et 300 métiers. Des statistiques prometteuses, selon la ministre en charge du commerce, Rose Kaimi Vedor. En effet, les 2 premières éditions du Miato, avec un nombre croissant d'exposants, ont connu un succès éclatant
unanimement apprécié par les opérateurs économiques locaux, les visiteurs, mais aussi par les participants étrangers pour la qualité de l'organisation et la vitalité des résultats enregistrés. Toutes ces réussites sont tributaires du climat de paix et de sécurité impulsé par le chef de l'État, qui n'a de cesse d'orienter des stratégies et actions du gouvernement vers des lendemains vertueux, faisant de notre pays un carrefour d'affaires par excellence. Ce marché international offre de nombreuses opportunités aux artisans et aux visiteurs de tous les horizons. La ministre Kaimi Vedor. L'organisation du marché international de l'artisanat du Togo, le MIATO, trouve ses fondements dans le souci de créer pour le secteur un espace permettant aux producteurs et acheteurs de se côtoyer, aux professionnels du secteur d'échanger leur expérience et aux populations de découvrir les merveilleux produits locaux, fruits du talent, de la créativité de nos valeureux artisans. La 3e édition du marché international de l'artisanat du Togo est placée sous le thème « L'artisanat à l'ère de l'autonomisation de la femme et du numérique, enjeux et défis ». Le port autonome de Lomé renforce son équipement logistique. Il a acquis un nouveau remorqueur du nom de Vicente Boluda Lomé, VB Lomé. Vicente Boluda Lomé mesure 28 mètres de long et 12 mètres de large. Mathieu Lemoile, directeur Boluda Africa. Il a 5600 chevaux de propulsion. Et il est équipé des tout derniers équipements, puisque c'est un bateau récent, avec donc beaucoup d'économies d'énergie par rapport aux autres remorqueurs. C'est un remorqueur puissant, très maniable, qui peut s'adapter à différents types de trafic. Un remorqueur, c'est un petit bateau qui a beaucoup de puissance. Donc ça permet d'accueillir les grands navires, ça permet d'aider les grands navires à accoster ou à appareiller. Le directeur général du port autonome de Lomé, contre-amiral Fogan Kodjo Adegnon, salue cette initiative. Après le remorqueur à Bodrafort, acquis en 2010, les remorqueurs Saint-Cassé et Guta, acquis en 2016, c'est à la ville de Lomé de donner son nom une seconde fois à notre flotte après la pilotine Lomé. L'acquisition du VB Lomé s'inscrit dans une série d'actions nécessaires qui permettront au port de Lomé de continuer à offrir à ses clients des services nautiques de premier choix. Ce nouvel équipement est une opportunité pour le Togo d'améliorer ses performances maritimes. Edem Kokou Tengue, ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière. La capacité de remorquage de notre port se voit donc renforcée, autant sur le plan de la qualité de ses équipements navals, portant à 4 le nombre des remorqueurs, mais aussi et surtout sur le plan qualitatif. Ce dernier équipement devant essentiellement être affecté à remorquer des mégaships de ces immenses porte-conteneurs dont le traitement efficient conférera définitivement la qualité de port de choix à notre espace portuaire. Le port autonome de Lomé occupe actuellement le 94e rang mondial, 4e en Afrique et 1er en Afrique de l'Ouest et centrale. La coupure du ruban et le baptême du remorqueur ont mis fin à la cérémonie hier. Camionneurs, passagers et populations riveraines du corridor Abidjan-Lagos sont invités à éviter les maladies sexuellement transmissibles. Une sensibilisation à leur endroit et offre de services de planning familial ont été lancées hier à Anéro par l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS. C'est une campagne de prise en charge gratuite synchronisée entre le Togo et le Bénin. Alice Berthe Barandao. La population, dans toutes ses composantes, s'est mobilisée pour la circonstance. Quelques bénéficiaires témoignent. Je suis venu ici pour faire le test du sida, pour prendre les protecteurs, pour aller faire les rapports sexuels, pour éviter les maladies transmissibles, pour éviter la grossesse aussi. On va faire le test de dépistage. Après, je vais faire le vaccin pour mon enfant. Pour faire le test du VIH-Sida, pour savoir s'il y a le sida dans mon corps, pour prendre les préservatifs, pour se prévenir des maladies comme les infections, le sida. Après, je vais sensibiliser mes camarades de venir
On est venu ici pour faire le test de grossesse et les maladies de sida aussi. Cette campagne gratuite de soins en santé de reproduction et en IST-VIH-Sida s'étale sur 3 jours et des stands sont dressés pour plusieurs services de prévention. Ketou Essenam, sage-femme d'État à Anéhor. Ici, c'est le service de planification familiale. Nous sommes en train de montrer les produits à la population et dedans, maintenant, le service même se fait là-bas. Ici, chez nous, nous avons les intrants de la planification familiale, les méthodes que chaque femme peut adopter pour pouvoir espacer les naissances. Nous sommes là aujourd'hui, le 27 jusqu'au 29 octobre. Et nous commençons le matin à partir de 6 heures jusqu'à 23 heures de la nuit, les 3 jours. De l'autre côté, il y a le centre de dépistage de VIH. Dans l'autre, nous avons le centre de dépistage du cancer du col de l'utérus. Et là, nous avons le service de vaccination. Toute la population est attendue. Le préfet de Lac, Tété Bénissandaté, a salué l'opportunité qu'offre l'OAS à ses administrés. Le porte-parole du système des Nations Unies au Togo, Dr Abdelaziz Boubacar, a relevé les conséquences de la non-planification des naissances et appelé la population à y prendre part. Quant au représentant de l'OAS, Dr Clétus Adourensin, il a saisi l'occasion pour remercier les autorités du Togo et du Bénin pour l'appui financier qui a permis la réalisation de ce projet. La campagne a été lancée par le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Wotobe Koko, au nom de son ministre. Il a relevé les actions de l'État en matière de planification au Togo. Au Togo, l'enquête démographique de santé 2013-2014 montre que la prévalence VIH était de 3,2% et qu'il y a environ 401 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, soit 2 à 3 femmes par jour pendant la grossesse ou l'accouchement, et que 27 nouveaux-nés sur 1000 naissances vivantes meurent au cours des 28 premiers jours de vie. 50% de ces décès de nouveaux-nés surviennent dans les premières 24 heures et 75% dans la première semaine de vie. Outre ces données, notons que la mortalité infantile est de 41,6 pour 1000 naissances vivantes selon l'enquête mixte 2017. L'indice synthétique de fécondité de 4,6 enfants par femme selon la même enquête. Et que la prévalence de la contraception moderne est de 26,3% selon le TRAC 2022. Cette situation est due en autres à l'accès limité des populations aux soins essentiels et à une faible utilisation continue et surtout à une faible qualité des interventions à haut impact sur la santé maternelle et infanto-juvénile. Le plan national de développement sanitaire 2017-2022, en son axe stratégique 1, vise une accélération de la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Les soins s'offrent sur le site de Sanvé-Kondji du matin au soir jusqu'à 23 h et la population est invitée à y prendre part massivement. Au Burkina Faso, la mairie de Ouagadougou demande aux syndicats de surseoir à un projet de rassemblement du 31 octobre prochain. La manifestation devrait célébrer l'insurrection populaire de 2014. Les organisations syndicales ont accepté la demande du maire en raison de potentiels troubles à l'ordre public. Malgré les incohérences que les syndicats explique avoir relevé dans la lettre de Maurice Konaté, les organisateurs décident de façon responsable de suspendre le meeting du 31 octobre. Yakubu Kietenga, président du comité d'organisation, appelle tout de même quinzaine d'organisations membres ainsi que leurs militants à rester mobilisés et à l'écoute des initiatives qu'elles prendront en fonction de l'évolution de la situation. Au Sénégal, le calife de la communauté mouride a décidé de faire interdire les activités politiques dans la cité religieuse de Touba, à 100 km de Dakar, et ce, à quelques mois de l'élection présidentielle de février prochain. Une injonction qui sera respectée par les hommes politiques. Ce ne sont pas seulement les meetings, caravanes ou rassemblements politiques comme les campagnes électorales qui sont désormais interdits à Touba. Le calife général des Mourides a également décidé de fermer ses portes aux candidats de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Selon son porte-parole qui a annoncé ces mesures, le calife général est trop occupé pour recevoir les différents candidats qui voudraient lui rendre visite. Des visites que les hommes et femmes politiques sollicitent souvent en période de pré-campagne électorale pour notamment avoir la bénédiction de l'homme des dieux. La mission des Nations Unies accélère son départ du Mali. Pendant ce temps, l'armée malienne s'active pour récupérer ses bases. La semaine dernière, ce sont les camps de Tissalit et d'Aguelok,
tous deux situés dans la région de Kidal, qui ont été libérés dans un contexte particulièrement tendu. La MINUSMA s'est dite contrainte de détruire ou de mettre hors de service des équipements comme des véhicules, des munitions ou des générateurs, suivant les règles des Nations Unies, faute de pouvoir les emporter. Les groupes séparatistes qui s'opposent à la progression de l'armée dans cette partie du Mali multiplient de leur côté les attaques. L'évacuation du camp de Kidal est attendue la semaine prochaine. Elle devrait donc concentrer les tensions. Invité du journal, la Journée mondiale des patrimoines audiovisuels a été observée hier, 27 octobre. Les archives audiovisuelles constituent la mémoire du pays. Elles servent aussi à éduquer les populations. Madame Napo Adjoua, épouse Samon, chef section archivage à la télévision togolaise, parle de la nécessité d'avoir des archives et l'adaptation des archivistes face à l'évolution de la technologie. Elle est au micro de Solim Lemon. Madame Napo Adjoua, épouse Samon, vous êtes chef section archivage à la télévision togolaise. Les archives sont la mémoire d'une civilisation. Elles nous font vivre le passé. Est-il bon de toujours archiver? Un pays, une nation sans archives est semblable à une nation sans histoire, puisque c'est par les archives, les générations à venir pourront connaître l'histoire de leur nation. Si on refuse d'archiver, je crois que on aurait fait du mal à la population à venir. Mais maintenant, dire que ce n'est pas toujours bon d'archiver, je pense que ce n'est pas bien de ne pas archiver. Il faut toujours archiver. Même que ce soit en bien ou en mal, il faut toujours archiver. Mais seulement maintenant, il faut que les archives soient protégées. Les archives peuvent-elles être détournées de leur rôle premier qui est de raconter les histoires non vécues? Il y a actuellement le montage qui est développé. Donc on peut prendre une image, la monter et commenter comme on veut. Les archives ne parlent pas d'elles-mêmes. Quelqu'un peut prendre une image et la transformer à sa façon. En réalité, les archives, c'est pour décrire, c'est pour refaire vivre le passé aux générations futures. Mais à partir du moment où quelqu'un qui est muni d'une mauvaise intention rentre en possession des archives, il peut facilement les détourner de leur premier rôle, qui est de raconter l'histoire de la nation. Si les archives sont aussi importantes pour l'humanité, qui doit avoir accès aux archives? Tout le monde ne peut pas avoir accès aux archives, puisqu'on dit que c'est l'histoire de la nation. Et donc, les archives devaient être aussi protégées comme on protège les biens d'une nation, parce que c'est l'histoire de la nation. Aujourd'hui, si quelqu'un a accès aux archives, il peut les bombarder, il peut les détruire en un clin d'œil. La pluie même peut détruire les archives. La chaleur peut les détruire. Le feu peut les détruire. Donc, il faut protéger les archives. Construire des locaux, acheter des serveurs, climer les salles et sécuriser le lieu où on garde les archives. Donc, en principe, tout le monde ne doit pas avoir accès aux archives. Et c'est des gens dignes de confiance qui doivent être aux archives. Parce que c'est ça, c'est l'histoire d'une nation. Les images qu'on ne veut pas que ça sorte, on doit les protéger. Et c'est aux archivistes de les garder, de les protéger et de garder le secret pour que tout ne sorte pas. À l'heure où la technologie évolue avec les comptes en ligne, Gmail, Yahoo, où on peut faire la sauvegarde personnellement, quel est l'avenir du métier d'archiviste face à cette technologie-là qui se développe maintenant? La technologie évolue et les archives aussi doivent évoluer. On peut actuellement, nous sommes à la TVT, on a des serveurs de grande capacité dans lesquels nous stockons nos éléments. On peut aussi avoir un compte sur les Gmail, les YouTube et stocker nos images. Heureusement qu'il y a les mots de passe et on les code avec les mots de passe pour que les gens ne puissent pas avoir accès.
Donc nous aussi, on va évoluer avec la technologie. Votre mot de fin? J'attire l'attention des autorités à mettre un accent particulier sur les archives pour nous permettre de les sauvegarder, de les numériser, pour pouvoir décrire, donner une histoire aux générations futures. Parce que sans les archives, les générations futures ne pourront pas connaître l'histoire de leur pays. L'autre invité de cette édition, Vignon Aboki, président du groupement des PME-PMI. Il réagit après la signature d'une convention de 10 milliards de francs CFA entre le Togo et la BADEA, Banque arabe de développement économique de l'Afrique, à l'endroit des petites et moyennes entreprises. Vignon Aboki est au micro de Léontine Atogima. Monsieur Vignon Aboki, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupement des PME-PMI. Le 3 octobre dernier, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, a octroyé une convention de 10 milliards de francs CFA à l'État togolais à l'endroit des PME. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Je vous remercie pour la question. Effectivement, le 3 octobre dernier, la BADEA, comme vous avez dit, a signé une convention de 10 milliards à l'endroit des PME et c'était l'ouverture du forum Africa SME Champions Forum. Ce qui est important de relever, c'est que en réalité, il s'agit d'une entente entre ces deux grandes entités et c'est une première grande étape du processus qui vient d'être franchie à travers cette signature. Les modalités pratiques même d'accès à ce fonds restent à discuter entre les deux parties, comme ils l'ont dit après la cérémonie. Mais ce qui est bien, c'est qu'au bout de la chaîne, ce sont les PME qui en bénéficieront. Donc, à ce titre, oui, nous accueillons favorablement cette nouvelle en attendant d'arriver à l'étape opérationnelle du processus. À la signature de cette convention, le ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya, a demandé que les PME n'ont pas se mobiliser. Comment se fait cette mobilisation à votre niveau? D'accord. En tant que groupement de PME, l'un de nos axes d'action, c'est l'information. Donc, nous avons déjà commencé par partager l'information qui est, on va dire, la première étape de la mobilisation. Il faut que les entreprises soient informées qu'il existe vraiment un mécanisme comme ça. Maintenant, au-delà de la communication, nous continuons encore par identifier et puis enregistrer les TPME parce que c'est important quand il y a ces mécanismes ou ces opportunités-là, elles ne sont pas destinées aux entreprises, par exemple, qui sont dans l'informel ou qui n'ont pas l'information. Donc, nous partageons l'information, nous identifions et nous enregistrons les TPME qui sont actives pour que, au moment venu, on puisse leur apporter l'information de l'opérationnalité de ce dispositif-là pour qu'elles puissent en bénéficier. Donc voilà ce que nous faisons en termes de mobilisation dans le cadre de ce dispositif, comme d'ailleurs plusieurs autres dispositifs de l'État sur lesquels nous communiquons aussi. À part le critère pour une PME d'être dans le secteur formel, est-ce qu'il y a d'autres critères qui peuvent permettre aux PME de bénéficier de ce financement? Oui, en réalité, tant qu'il y a de l'argent en jeu, de la ressource financière en jeu, il faut regarder de près parce que l'objectif n'est pas pour autant de distribuer l'argent pour distribuer, mais que cet accompagnement ait véritablement un impact sur la PME et puis par ricochet sur l'économie de façon générale. Donc, au-delà d'être dans le formel, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne gestion aussi de son entreprise. Pour tout financement, de façon générale, il y a deux indicateurs importants. Le premier indicateur, c'est d'avoir un bon modèle économique. C'est quoi le modèle économique? À partir du produit, du service que vous proposez, quelle est la logique qui te permet de vendre ce produit-là à un client pour pouvoir générer du revenu? Il faut avoir un bon modèle. Ça veut dire qu'une case est cochée, vous avez du potentiel. Maintenant, au-delà du modèle, comment est-ce que vous êtes organisé derrière sur le plan opérationnel pour pouvoir véritablement mettre à profit ce modèle-là? Vous avez une idée de produit, bien vous avez un produit ou un service, vous avez créé votre entreprise. Comment est-ce que vous êtes organisé en interne?
Est-ce que vous avez la qualification qu'il faut? Est-ce que vous avez l'équipe qu'il faut? Est-ce que vous mettez en œuvre les mesures de qualité pour produire le bien ou le service? Est-ce que vous maîtrisez votre marché? Est-ce que vous avez un plan marketing pour aller sur votre marché? Est-ce que vous avez une comptabilité? C'est vrai, dit comme ça paraît complexe, mais il y a un minimum qu'il faut avoir. Et en attendant que cet accompagnement-là ne soit véritablement effectif, il faut que la PME puisse avoir ces bases-là, ce minimum-là. C'est quand on va regarder ces bases-là et qu'on verra qu'il y a du potentiel qu'on pourra accompagner à faire davantage. Néanmoins, ça reste un avis personnel. C'est ceux qui vont mettre à disposition la ressource qui nous diront au finish quels sont véritablement leurs critères pour qu'on puisse en bénéficier. Est-ce que vous avez un répertoire de ces PME qui peuvent déjà répondre aux critères? Oui, on a des PME quand même qui sont viables, qui ont du potentiel. Et parmi nos axes aussi, on travaille à accompagner aussi les PME à améliorer leur éligibilité aux différents types de financement. Un autre aspect qui a été évoqué lors de cette signature, l'assistance technique des PME. Alors, que peut-on comprendre par assistance technique des PME? L'assistance technique des PME peut revêtir en réalité différentes formes pour aider la PME, par exemple, à surmonter ces défis. Tout à l'heure, j'évoquais la compétence technique même du chef d'entreprise. Parfois, c'est l'une des difficultés ou des reproches qu'on fait à la PME. Le chef d'entreprise n'a pas la compétence technique qu'il faut, ou soit il a une compétence technique limitée. Donc, on peut accompagner, par exemple, un chef d'entreprise qui a un niveau, je dis peut-être n'importe quoi, un niveau bac ou bien un niveau BEPC, à relever son niveau. Selon le secteur dans lequel il évolue, on peut le former de façon spécifique pour qu'il soit plus outillé à gérer son entreprise et à proposer des produits fiables. Quand on prend par exemple l'accès au financement, parfois en fonction de la taille de votre entreprise, de votre activité et ce que vous voulez faire de l'argent, c'est en fonction de ces éléments que vous vous dirigez vers telle ou telle institution, par exemple, pour aller solliciter un financement. Et ça, les entrepreneurs ne le savent pas. Donc, on peut les accompagner dans ce sens-là de façon technique à identifier la bonne source de financement en fonction de leurs besoins. Maintenant, quand on prend le dossier même de financement, parfois le dossier de financement, il est mal ficelé, il est mal monté et ça dénote de l'insuffisance, on va dire, technique du chef d'entreprise. Donc, on peut aussi accompagner l'entrepreneur à savoir comment monter un dossier de financement pour véritablement être éligible. Je peux multiplier les exemples dans la production, dans la commercialisation. Donc, ce sont véritablement là les aspects techniques qu'on peut relever dans le cadre de l'accompagnement. Maintenant, aujourd'hui, l'État a différents guichets pour accompagner les PME. Après, nous verrons sur quel guichet l'État positionnera ses financements. Quand nous attendons le mot financement, nous pensons automatiquement à l'argent. Si les PME entendent qu'il y a un financement qui sera débloqué, c'est qu'ils feront beaucoup à vous. Maintenant, à votre niveau, comment est-ce que vous vous prenez pour relever le défi de satisfaire le maximum de PME? Aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui créent des entreprises, mais toutes ces personnes ne sont pas forcément des entrepreneurs. Aujourd'hui, le jeune qui a fini ses études, il n'a pas encore trouvé de travail, il crée son entreprise. Et naturellement, quand il entendra parler de financement, il va se précipiter pour dire, moi aussi je veux un financement. Et comme l'un des axes de nos activités en tant que groupement, c'est le plaidoyer pour l'accès au financement, contribuer à faciliter l'accès au financement. Mais l'entité qui octroie le financement est également une entreprise. C'est ce qui est important de noter et s'attend aussi à un résultat. Tout comme nous créons notre entreprise pour proposer un produit ou un service, vendre, gagner un bénéfice pour pérenniser l'entreprise, l'entité ou l'institution qui nous octroie aussi le financement s'attend à ce qu'on aille fructifier l'argent qu'on nous a remis et après qu'on vienne rembourser naturellement avec les intérêts. Et avant cela, il y a des préalables, il y a un minimum qu'il faut avoir. Donc, nous essayons de mettre en place, on va dire, des cadres d'échange avec ces entités-là qui octroient du financement.
Nous essayons de comprendre les difficultés ou les motifs les plus récurrents qui font qu'ils rejettent les dossiers. Et puis, en amont, nous essayons de sensibiliser les PME à ces critères-là d'éligibilité pour pouvoir véritablement bénéficier de financement. Donc, oui, c'est vrai, quand il y aura l'annonce de cet argent, tout le monde va se précipiter, mais après, il y aura un filtre pour déterminer vraiment là où il y a du potentiel et c'est là où on enverra plus de ressources. Après, si vous n'êtes pas éligible et que le diagnostic montre que vous avez besoin d'accompagnement, de préparation, on vous orientera naturellement vers un guichet qui peut vous aider à vous préparer, peut-être à être éligible à un autre financement ultérieur. Donc, définitivement, la décision reviendra à la PME, mais nous essaierons, dans la mesure du possible, de lui faire comprendre si elle est éligible. On l'orientera vers le guichet approprié. Si elle n'est pas éligible et a besoin de renforcement de capacité, aussi, en ce temps-là, on l'orientera vers le guichet approprié. Nous allons revenir dans notre contexte concernant la signature. Un autre aspect, le renforcement des garanties des PME et le ministre a évoqué l'AGF. AGF, c'est African Guarantee Fund. C'est une institution qui intervient essentiellement dans les solutions de garantie. Aujourd'hui, la PME, pour la majorité, sont celles-là qui sont peu structurées, n'ont pas de moyens et n'ont pas naturellement de garantie. Alors que pour aller à un financement, il faut nécessairement avoir une garantie, c'est ce que les banques demandent. Donc je pense qu'il y aura une mutualisation entre les deux fonds. Il y a une première convention de 10 milliards et ensuite celle de l'AGF de 200 millions. Donc l'AGF, en tant que solution de garantie, viendra en appui au premier fonds pour toujours faciliter l'accès au financement des PME. Nous arrivons au terme de notre entretien. En tant que président du mouvement des PME, quel est le message que vous avez à l'endroit des petites et moyennes entreprises? Alors, j'ai deux messages essentiellement. Le premier, c'est encourager toutes les PME, des PME à plus d'engagement. Plus d'engagement à 3 niveaux. Au niveau de la gouvernance, au niveau de la gestion et puis au niveau de la qualité de leurs produits. Plus d'engagement dans la qualité. Qualité dans la gouvernance, qualité dans la gestion et qualité dans le produit ou service que vous proposez. Et c'est ce qui va vous permettre de vous développer et d'aller plus loin et d'inspirer aussi confiance. La deuxième chose, c'est de ne pas rester isolé. Ne pas rester isolé dans le sens où il faut faire partie d'une association professionnelle. Aujourd'hui, on a, au-delà du groupement togolais des petites et moyennes entreprises, on a une multitude d'associations professionnelles. Ce que je recommande prioritairement, c'est d'être affilié à une association qui est membre du Conseil national du patronat. Le Conseil national patronat étant l'organe par excellence qui défend les intérêts individuels et collectifs du secteur privé et que l'État reconnaît comme tel. Donc voilà un peu les deux messages que j'aurai pour les PME, DPME. Merci. Je vous en prie. La suite de cette édition, les échos du palais. Affaire de détournement de deniers publics, le sieur Kamlan est accusé d'avoir détourné plus de 14 millions de francs CFA. Amené devant la cour d'assises pour y être jugé, il a été acquitté. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. Effectivement, l'affaire de détournement des deniers publics a opposé le ministère public au sieur Kamlan. En effet, il ressort des faits que ce dernier, receveur au bureau de la Société des Postes du Togo de Vaughan, avait au cours de l'année 2009 détourné un montant total de 14 357 967 francs CFA appartenant à la société. Après avoir dépensé cet argent au Bénin, l'accusé est revenu au Togo pour s'installer à Sokodé en décembre 2011 jusqu'à son interpellation en 2014. Lors des débats contradictoires, le conseil de l'accusé, maître Anani Gilles Kokou, a relevé une exception selon laquelle l'action publique dans cette affaire est prescrite dans la mesure où le délai de 10 ans prévu par le législateur pour juger un accusé est dépassé. Cette exception a été prise en compte par la Cour qui, après délibération, a prononcé une mise en liberté du sieur Kamlan sur le fondement de la prescription de l'action publique. À samedi prochain. À samedi, Hélène Assabi, les sports. Théophile Dandako est dans ce studio. Théophile, bonjour. Bonjour, Juliette. De quoi allez-nous vous parler?
Nous allons parler du championnat national de D1 Lunato, la deuxième journée qui a lieu à partir de cet après-midi et dominé dimanche à Sokodé. Doumbé joue gros cet après-midi contre Asko de Kara, tenant du titre. Asko avait été tenu en échec à la première journée. Ce match se joue à Sokodé. Akara, Bikenti affronte Kakadre. Gros duel à Lomé entre AS Otier et Gomido. Les anciens d'Asco se défient. Abado Dossé, Ametokodo, Mensan King, tous anciens coachs d'Asco, vont se mesurer au stade municipal de Lomé. Gomido et Abado Dossé, victorieux à la première journée, espèrent enchaîner face à l'AS Otier et Ametokodo, contraints au nul à l'entame de la saison. Demain, les 5 autres matchs se jouent. Asco, en tout cas l'ASK Akara a rendez-vous avec l'AS Bina. À Sokodé, ces matchs se mesurent à AC Barakunda. À Tchevier, face à face, Espoir Unisport. À Anehok, Bohulosu reçoit le club Tambo du Dacha. Et puis le dernier match oppose à Lomé, Dito à Entente 2. Merci à vous Théophile Dandako. À présent, la revue de presse de la semaine. Les journaux parus cette semaine se sont intéressés, entre autres, au forum Paix et Sécurité tenu à Lomé et au procès du général Katanga ouvert en début de semaine. Yao Kamake. La capitale togolaise a été le théâtre de discussions cruciales à l'occasion de la première édition de Lomé Peace and Security Forum, lance le bimensuel Imagine Demain, une initiative portée par le chef de l'État Faure Eswatini Gnassingbé à la suite du lancement de l'Alliance politique africaine APA en mai 2023, précise le confrère. Qualifiant ainsi le Togo de conciliateur en Afrique, le bimensuel Imagine Demain fait savoir que l'initiative est d'une pertinence particulière compte tenu, souligne-t-il, des 6 coups d'État militaires en Afrique de l'Ouest entre août 2020 et juillet 2023. Même perception positive de l'initiative de Lomé Peace and Security Forum qui fait marteler le journal La Dépêche à sa une. Faure se démarque des sanctions et assène un coup fatal à la CEDEAO et à Macron. Tout compte fait, écrit le confrère, il y a une chose à reconnaître, c'est qu'à travers ce forum, Faure Gnassingbé montre que, quelle que soit la situation qui prévaut dans la sous-région, il faut trouver la solution à travers des discussions. Parler avec les uns et les autres plutôt que de faire usage de la force. Si le Mali, le Niger, entre autres, qui sont sous sanction de la CEDEAO pour raison de coup d'État militaire, ont été invités au forum, poursuit l'hebdomadaire La Dépêche, il faut saluer le courage et l'audace diplomatique que Faure vient de réaliser. Au journal d'ajouter, en se démarquant des va-t-en-guerre et de leurs complices, Faure assure une diplomatie autonome en donnant la parole au Mali et au Niger pour s'exprimer à la face du monde. Même point de vue pour le journal hebdo Le Magnan Libéré, qui trouve que cette première édition de Lomé Peace and Security Forum marque un pas important vers la réalisation de la paix et de la gouvernance locale en Afrique. C'est avec une certaine satisfaction, estime le bi-hebdo L'Union pour la patrie, que les participants à la rencontre de Lomé se sont séparés après 3 jours de débat sur les transitions politiques dans les pays de la sous-région ouest africaine et la gouvernance en Afrique. Le bi-hebdo L'Union pour la patrie estime que le gouvernement togolais a eu raison d'organiser ce forum tant les Africains de l'Ouest avaient à dire sur la situation politique, économique et sociale des pays de la zone et sur les actes des organisations sous-régionales comme la CEDEAO. L'autre info qui a intéressé les colonnes des journaux parus cette semaine est le procès du général Katanga. Alors que l'hebdomadaire Le Magnan Libéré se demande pourquoi l'accès au palais de justice de Lomé est limité, le journal La Dépêche parle d'un procès au garde-à-vous. Pour sa part, l'hebdomadaire Ouara les vainqueurs pense que les Togolais attendent impatiemment le verdict final. Le procès Félix Katanga, écrit le confrère Ouara les vainqueurs, va permettre d'élucider les circonstances dans lesquelles le patron de la BIR, Madjoulba Bitala, a été assassiné à son bureau
après l'investiture de Faure et Sosimna Nyasingbe en 2020. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Cette édition s'achève. Le rappel des titres. Au Togo, les entreprises opèrent dans un paysage souple avec des centres de gestion agréés, des initiatives du chef de l'État Faure Eswazimna Nyazingbe pour promouvoir la création d'entreprises. Promotion des produits togolais. La ministre du Commerce, Kaï Nivedor Sambiani, a lancé ce matin à Kbalimé la campagne 2023-2024 de la commercialisation du café cacao. Hier, le coup d'envoi du marché international de l'artisanat du Togo a été donné en présence de la chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe. Offre de services de planning familial et autres prises en charge gratuites sur le corridor Abidjan-Lagos. L'Organisation ouest-africaine de la santé a lancé hier à Aniro une campagne synchronisée entre le Togo et le Bénin. Les deux invités du journal, Madame Napo Adjoua, chef section archivage à la télévision togolaise, est revenu sur l'importance de garder les archives. L'autre invité, Vignon Aboki, président du groupement PME-PMI, est lui intervenu sur la signature de convention avec la banque Badea au profit des PME. Vous avez également suivi les échos du palais, les sports et la revue de presse. Merci donc à vous et bon après-midi chez vous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg